Donc Jean Hatzfeld et Florence Aubenas ont terminé leur striptease. Nous allons pouvoir commencer. Pour Florence Aubenas donc, et Jean Hatzfeld, deux très grands reporters qui sont aussi d'admirables écrivains. Je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux, honnêtement. Enfin, moi, je ne pouvais pas rêver mieux pour parler de la façon dont on passe du reportage, et peut-être plus spécifiquement du reportage de guerre, que l'un et l'autre ont pratiqué, à une certaine forme de littérature, voire à la littérature. D'abord, merci à tous d'être là. Que cette tente est presque pleine, et pleine même. C'est très réjouissant. Je vais vous présenter assez rapidement les deux personnages qui se trouvent avec moi sur cette scène, en commençant par Madame Florence Aubenas. C'est l'ordre alphabétique. Absolument. Florence Aubenas, qui est presque canaise, enfin qu'il a été à une époque de sa vie. On y reviendra peut-être au détour de cette conversation qui s'annonce un peu désordonnée, enfin que j'espère en tout cas un peu désordonnée. Florence Aubenas, vous avez été grand reporter, vous m'arrêtez si j'ai une bêtise, grand reporter à Libération, puis au Nouvel Observateur, désormais au journal Le Monde, personne n'est parfait, depuis 2012. Vous avez couvert plusieurs zones de guerre, au Rwanda, au Kosovo, en Afghanistan ou encore en Irak, où chacun s'en souvient, vous avez été retenu comme otage pendant 5 mois, c'était en 2005. Ça commence à faire un moment. Depuis, vous vous intéressez principalement à ce qu'on pourrait appeler les invisibles de la société française. On y reviendra peut-être aussi. Et c'est ça qui vous a conduite à devenir canaise, à l'époque où vous avez travaillé comme femme de ménage sur un car ferry. Cette expérience que vous racontez dans le formidable Quai de Ouistreham, qui était paru en 2010. C'est ça, voilà. Cet intérêt pour les invisibles de la société française, on peut le lire aussi assez régulièrement dans les pages du journal Le Monde, donc. Et puis, on peut le retrouver aussi dans votre dernier livre que vous avez publié en mars dernier, je crois, qui se faisait attendre depuis pas mal de temps, en tout cas dans nos services. L'excellent Inconnu de la Poste, que vous avez publié donc après des années d'enquête et qui revenait sur un fait divers abominable survenu fin 2008 dans un petit village de l'Ain. On en reparlera peut-être aussi tout à l'heure. Mais il faut que je vous présente le monsieur qui se trouve à ma gauche, qui est Jean Hatzfeld, et que je suis très ému de rencontrer, parce que je l'ai beaucoup lu, et je le rencontre pour la première fois aujourd'hui. Alors Jean Hatzfeld, c'est aussi un ancien de Libération, donc on peut remercier Libé de participer indirectement à l'organisation de cette rencontre. Libération, vous y avez créé le service des sports, dans ce journal qui envisageait le sport principalement d'un point de vue idéologique à l'époque. Et puis vous y êtes devenu grand reporter. Alors là, vous êtes allé un peu partout, au Moyen-Orient, en Afrique, en Croatie et en Bosnie, ce qui vous a valu d'être blessé à Sarajevo en 92, et du coup de vous lancer dans l'écriture de livres aussi. De tous ces terrains compliqués, vous avez rapporté de très nombreux articles, aussi des livres comme Cette ère de la guerre, que vous avez publié en 1994, qui évoquait précisément votre expérience en ex-Yougoslavie. Et puis vous êtes allé au Rwanda, où vous avez découvert le pire, ça vous nous en parlerez certainement, même si la conversation est désordonnée, je pense qu'on y viendra, mais vous avez été un peu épouvanté par le fait que la couverture médiatique de ce qui s'est passé au Rwanda en 1994 n'avait rien empêché, et du coup vous êtes retourné au Rwanda, retourné, vous en avez tiré une série de livres qui pour moi sont des chefs-d'œuvre, depuis Dans le nu de la vie en 2001 jusqu'à tout récemment Là où tout se tait, et donc en revenant toujours dans la même zone du Rwanda pour essayer de comprendre, de documenter ce qui s'est passé là-bas, en faisant parler des victimes, mais aussi des bourreaux, des enfants de victimes, des enfants de bourreaux, enfin toutes sortes de gens qui ont participé ou qui ont subi le
génocide abominable de 94. Mais peut-être que pour commencer, donc vous avez tous les deux des expériences de reporters de guerre. Peut-être qu'on va commencer très simplement. Je sais bien que les guerres se passent souvent loin, donc reporter de guerre, ça présente plein d'avantages. Ça permet de voyager, de découvrir des contrées riantes et tout ça, mais quand même, c'est quand même un métier de fou. Comment on devient un reporter de guerre? Vous, dans vos parcours, comment ça s'est passé et comment vous avez appris ce métier-là? On commence par Madame. Si vous voulez. Bonjour tout le monde. Donc, en fait, moi, je n'avais pas du tout de vocation à être reporter de guerre, et c'est d'ailleurs pas un terme que je revendique forcément. Je me sens reporter, j'ose pas dire tout court, mais plus que reporter de guerre. Et c'est vrai que le Rwanda est une chose qui nous rassemble avec Jean, en tout cas moi, sur une période très brève. C'est-à-dire que j'étais reporter aux informations générales à Libération. Information générale veut dire faits divers, faits de société, etc. Et beaucoup de journalistes se succédaient au Rwanda, puisque c'était 94, ce moment où le génocide venait d'avoir lieu, voilà, on était dans cette période terrible voilà, du Rwanda au moment du génocide et tout juste après. Et donc des journalistes se sont relayés. Il y a un terme affreux en presse qui s'appelle les tournantes, et qui veut dire on se succède dans un même lieu, parce qu'on considère qu'il faut en permanence un reporter. Si c'était, par exemple, je vous donne un exemple, si c'était possible, il y aurait quelqu'un en Afghanistan en permanence. C'est très compliqué, mais ça devrait être fait. Et donc là-dessus, je suis assise à mon bureau et on cherche quelqu'un pour relayer le journaliste spécialiste de l'Afrique. Et on dit qui est-ce qui peut aller au Rwanda, peut partir au Rwanda demain, il y a un avion militaire qui part, qui peut y aller. Et vous êtes assise à votre place et tout à coup, vous voyez un bras qui se lève et vous vous tournez, c'est le vôtre. Et donc c'est un peu pour moi, ça s'est fait un peu comme ça. Et d'autant plus que j'appartiens à cette génération et j'étais émue de voir les photos de matchs là autour, devant les salles d'exposition, pour qui les faits principaux étaient la création de l'Europe, la France et l'Allemagne, leurs représentants en tout cas, se serrant la main, la chute du mur de Berlin. Et donc pour nous, on vivait non pas la guerre, mais la paix. Et il restait des guerres, bien sûr, mais elles étaient pour les autres. Et on a, et ça c'est vraiment, on a eu ce retour de la violence, de la guerre, y compris sur le sol français récemment, qui a été pour ma génération une surprise épouvantée, si je peux m'exprimer comme ça. Et c'est vrai qu'au départ, vous partez au Rwanda, vous vous sentez évidemment concerné, parce qu'un génocide, ça concerne chacun d'entre nous, mais ça ne se passe pas en France. Et petit à petit, les guerres sont rapprochées, elles ont été en Europe, elles ont été là. Et c'est vrai que si j'avais dû me décrire quand j'ai commencé, je pense que j'aurais plutôt dit reporter de paix, s'il avait absolument fallu dire quelque chose derrière. Et reporter de guerre, c'est finalement la guerre qui est venue se greffer à mon parcours plus que l'inverse. Donc ça s'est passé comme ça, en tout cas en ce qui me concerne. Et vous, Jean Hatzfeld? Alors moi, ça s'est passé plus simplement. J'étais journaliste sportif, j'en avais un petit peu marre. C'est présenté une première occasion d'aller au Moyen-Orient. Je suis allé en Israël, je suis allé de ce qu'on appelait à l'époque les zones occupées, quoi, palestiniennes, la Palestine. On est dans quelles années là Alors on est à la fin des années 70, donc c'est bien avant. Et puis après il y a eu l'Europe avec la Pologne, Solidarność, etc. Donc là ça m'a complètement enthousiasmé, tout ça. Enfin, j'étais vraiment très content. Et en 82, alors là c'est un petit peu comme pour Florence, on cherchait quelqu'un pour aller à Beyrouth, au Liban. Et il n'y avait personne pour y aller. Et j'ai dit, ben pourquoi pas. J'ai acheté un livre, là, il y avait une collection qui s'appelait Petite Planète. J'ai acheté une petite planète Liban et j'ai pris l'avion. Et le lendemain, voilà, il y avait un bombardement, j'étais au-dessus du bombardement. Et je suis resté 1 ou 2 jours comme ça. Et le 3e jour, j'ai compris que c'était pour moi. Voilà, j'ai tout de suite compris que la guerre, c'était pour moi. Moi, je ne suis pas du tout un reporter de paix, je suis un reporter de guerre.
j'ai compris que c'est ça qui allait me passionner, que je m'y sentirais bien, alors pour des tas de raisons, hein, que j'ai pas évidemment deviné tout de suite parce que c'est venu petit à petit, mais grosso modo j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'histoires à la guerre, beaucoup d'histoires, qu'elles étaient peut-être plus faciles à raconter d'ailleurs parce que les choses étaient un peu plus extrêmes ou exacerbées, et surtout parce que les gens parlaient plus facilement. Moi, je n'ai pas le talent de Florence pour faire parler un agriculteur charolais, donc à la guerre, c'est quand même beaucoup plus facile. Et puis, il y a une ambiance, et puis ça correspondait à peut-être plus à ma manière de vivre aussi. Hein. Donc et à partir de là, oui, la guerre a été... voilà, j'ai aimé écrire sur la guerre. Alors, je suis vraiment sincère quand je dis que j'aime pas la guerre, parce que les gens disent ils trichent, ils aiment bien la guerre. Enfin, pas du tout. J'aime pas la guerre et ça me marque et je fais beaucoup de cauchemars à cause de ça. Et j'ai perdu beaucoup d'amis, etc. Mais écrire sur la guerre, effectivement, m'a toujours passionné. Mais même comme lecteur, j'aime lire des livres sur la guerre, etc. Donc voilà, il faut dire, alors ça n'a rien à voir avec le Rwanda, qui est tout à fait autre chose. C'est pas une guerre, le Rwanda. Mais c'est vrai qu'à la guerre, on y trouve deux choses. La première chose, c'est un temps au présent, c'est-à-dire que tout le monde vit au présent et tout est bousculé. Les familles sont bousculées, les relations de travail sont bousculées, dans la rue, tout est bousculé. Donc c'est ce qui explique d'ailleurs en partie pourquoi il y a toujours de l'euphorie au début des guerres. Enfin, parce que tout le monde pense que ça va être le grand changement de leur vie et ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils vont perdre encore, parce qu'ils pensent souvent la gagner d'ailleurs. Et donc ça crée aussi une facilité de parole et le fait de voir apparaître. Je ne suis pas de ceux qui disent que les personnalités des gens se révèlent à la guerre. Pas du tout, mais elles se révèlent différemment. Donc des gens apparaissent différemment quand ils sont en temps de paix, en temps de guerre. Et donc c'est une autre manière de voir les gens et d'autres histoires d'amour et d'autres histoires d'amitié, de trahison, etc. Et ça, voilà, ça m'a beaucoup plu, pour être bref, ça m'a beaucoup plu. Et donc après j'ai enchaîné. Après, oui, il y a eu le Liban beaucoup, il y a beaucoup Israël, puis après la Bosnie beaucoup, puis les guerres du Congo. Enfin, et j'aurais pu continuer très très longtemps. Enfin, alors j'aurais peut-être pas continué actuellement parce qu'il y avait aussi cette idée, et je vais m'arrêter là, que les guerres que j'ai connues ont eu deux avantages. Un, on voyageait, on pouvait circuler beaucoup. Donc on pouvait circuler au Liban, on peut circuler au Congo, on pouvait circuler en Bosnie. C'était à vos risques et périls, parce que circuler veut dire franchir des lignes de front, et franchir des lignes de front, ça veut dire vous tirer dessus. Mais c'est vrai que ce n'était pas les guerres comme on les avait souvent vécues avant, où on est derrière l'armée américaine, derrière l'armée vietnamienne, ou derrière l'armée égyptienne ou israélienne. On est derrière, là on allait de l'un à l'autre et tout ça. Donc voyager était quelque chose d'extraordinaire, de vivre, de cela. Et puis, il y a eu aussi ce truc un petit peu magique pour un reporter de guerre, enfin pour quelqu'un qui écrit sur la guerre, d'avoir vécu une guerre du premier au dernier jour. Voilà, donc la Croatie, je suis en août 91 en Croatie et je suis en novembre 95 à Sarajevo. Donc c'est très rare parce que souvent les guerres durent plus longtemps que la carrière du reporter de guerre qui, pour des raisons X ou Y, ne dure pas si longtemps. Et donc là, je ne suis pas arrivé en cours de route et j'ai pu aller jusqu'à la fin. Donc c'est une histoire complète. Il était une fois et il y a la fin de la guerre. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Vous dites on voyageait comme si aujourd'hui on ne peut plus ou plus dans les mêmes conditions. Aujourd'hui on ne peut plus voyager comme avant, non. Aujourd'hui, sinon on se fait enlever comme Florence. Donc si vous voulez franchir l'île du front, on risque de recevoir des balles, mais la captivité, la capture est quelque chose de terrifiant. Et puis je pense aussi que toutes les conditions de travail ont tellement changé. Alors moi, je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat parce que je suis de la génération d'avant, mais je pense que maintenant, avec Internet, avec tous les réseaux sociaux et tout ça, tout a tellement changé que le voyage n'a plus la même utilité, n'a plus la même... Avant, si vous voulez, on voyageait, puis pendant 2-3 jours, on ne donnait pas de nouvelles, ou pendant une journée, on ne donnait pas de nouvelles. Maintenant, on est suivi au quart d'heure avec son téléphone portable et tout ça. Donc, je pense que tout a changé. Je pense que ça m'aurait moins plu. Mais c'est vrai que voyager, c'est-à-dire circuler, cette idée d'aller là, de monter, de descendre, etc., c'était quelque chose d'extraordinaire pour
pour un journaliste, c'est extraordinaire de bouger. Le mouvement est quelque chose d'extraordinaire parce que le mouvement signifie les rencontres. Et en fait, ce qu'on fait à la guerre, c'est exactement ce qu'on fait à la paix. C'est rencontrer des gens et raconter leur histoire. Hein. C'est pas très différent. C'est même tout à fait pareil. Et donc, les rencontres sont vraiment très, 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 très importantes. Et je pense qu'aujourd'hui, les rencontres sont plus difficiles. Parce qu'on reste moins longtemps, parce qu'on est plus sur le qui-vive, parce que les gens vous regardent autrement, parce qu'on a moins de temps, parce qu'on vous envoie moins longtemps, etc. Et donc l'idée de familiarité, qui est quand même quelque chose de vital dans ce métier, la familiarité avec l'événement, avec les gens, etc., c'est un petit peu dissous, un peu dissipé, quoi. Voilà, je pense que c'est plus agréable maintenant de faire de reporter là où on peut voyager et rencontrer. Florence, vous avez le même sentiment sur l'évolution de ce métier, des conditions dans lesquelles on peut l'exercer, à cause d'Internet, à cause des prises d'otages, à cause d'une difficulté accrue de rencontrer des gens? C'est-à-dire que, oui, je pense qu'il y a toutes ces raisons qu'on vient de nommer. Et il y a aussi la très grande différence, c'est quand même la place du journaliste. Donc aujourd'hui, je me souviens, le premier reportage que j'ai fait était au Rwanda. Et on partait, à cette époque, je parle de 94, harnaché, en tout cas à moi, par tout ce que vous donnait la commission de la carte de presse à cette époque. C'est-à-dire, vous aviez un brassard avec écrit presse, vous aviez un macaron à coller sur votre voiture avec écrit presse, un superbe pare-soleil avec écrit presse, et vous mettiez, au cas où on n'aurait pas remarqué, d'autres affiches vous-même sur les vitres de la voiture, journaliste, pas d'armes à bord, enfin, vous voyez ce genre de choses. Et c'était respecté, c'est-à-dire de s'afficher journaliste était un bouclier à cette époque. Je crois qu'on mettrait ça aujourd'hui, on se fait tout simplement tirer dessus, c'est-à-dire ce qui était bouclier est devenu cible. Et c'est vrai qu'un des reportages que j'ai fait, je suis allée en Syrie en 2012, donc au début de la rébellion de la partie sunnite du pays. Et donc, en fait, une partie du pays, le voisin de la Turquie, se soulève. Et on est en plein printemps arabe. Et donc, autant personne n'y a cru en Tunisie, et on a regardé tomber le gouvernement en disant c'est pas possible, il tombe. Oui, il tombe. Autant là, Bachar el-Assad, on se disait bon ben ils vont marcher jusqu'à Damas. Et donc on était persuadés, moi la première, que le gouvernement allait tomber, etc., et que cette rébellion allait faire, comme tous les printemps arabes, une marche victorieuse. Et donc on rentre dans cette partie. Alors la Syrie, c'était un pays, on s'en rend peu compte, qui était extrêmement fermé. Et donc, pas les lieux touristiques, bien sûr. Certains guides étaient en contact avec une population étrangère. Mais quand on passe la frontière illégalement, comme je l'ai fait en arrivant comme ça, on se retrouve dans des villes où c'est la première fois que la population voit un étranger et lui parle. Et donc, il faut se souvenir que peut-être, et ça doit être encore le cas maintenant, par exemple, prendre une photo de votre mariage quand on est syrien, à l'extérieur, sur le pas de la porte, est interdit. Donc c'est un régime extrêmement fermé, extrêmement brutal, qui a des prisons effrayantes. Et donc, vous arrivez, et les gens... j'étais avec un photographe, un confrère photographe, les gens nous filmaient au portable. Enfin, c'était une nouvelle que des journalistes rentrent dans ces villages, etc. Et donc, on était fêtés, rien que nous voir signifiait « on va gagner ». Parce que des journalistes arrivent, parce qu'on avait ces visages-là, ça y est, le pays s'ouvre, ça y est, on va gagner, etc. J'y retourne 6 mois plus tard, et tout de suite, ça s'est fermé. La victoire tant attendue est en fait une guerre qui s'enlise. Les Russes sont entrés dans la danse, et évidemment, avec l'aviation, vous arrêtez des gens qui sont à terre, enfin, qui font la guerre au sol. Et donc, les gens qui m'avaient reçu, donc les mêmes personnes me reçoivent, et qui m'avaient reçu avec tant de joie, commencent à me regarder de travers. Donc, attendez, à quoi ça a servi? Qu'est-ce que vous êtes venus? Regardez, on est toujours... Pourquoi vos pays ne nous aident pas? Qu'est-ce que vous avez écrit? Donc, une première défiance est là. Et je dois y retourner les 6 mois suivants, donc 1 an après mon premier voyage, et finalement, le voyage est déplacé. Et c'est un de mes confrères qui y va, Didier François, et me dit « Viens avec moi ». Je dis « Non, finalement, je ne peux pas, parce que bon, voilà, ça ne se fait pas ». Et en revanche, je lui donne les contacts des gens qui m'avaient si bien reçu. Ces mêmes personnes l'ont enlevé.
Donc en un an, on a tout le champ des sentiments face à la presse, comme symbole d'un Occident qui vous dédaigne, qui a été recouvert. Et ça, c'est très symptomatique de ce que raconte Jean. C'est-à-dire qu'on arrive, au départ, tout va bien, et là, évidemment, aller et bouger en Syrie est devenu quelque chose de pas imaginable. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, faire rentrer dans certains pays, on le voit en Afghanistan, on le voit en Syrie, on le voit dans tout un tas d'autres pays, au Mali, peu importe, c'est devenu un enjeu tel que finalement, c'est mieux que n'importe quel mur de Berlin ou autre problème de visa. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le déplacement, la planète s'est vraiment refermée. Et nous, c'est visible. On prendrait les pays qu'on peut encore couvrir aujourd'hui comme journaliste, vous auriez une Terre 3 fois plus petite que celle que vous voyez sur la map monde. Donc c'est vrai que c'est très problématique. Il y a des trous noirs dans notre perception du monde. Jean, cette défiance justement vis-à-vis des journalistes, alors vous n'êtes plus tout à fait journaliste, mais vous l'avez été énormément et vous le restez d'une certaine manière. Quand vous allez à l'étranger, pas forcément dans des zones de guerre, mais dans des zones qui ont été touchées quand même par des guerres, vous retournez régulièrement à Sarajevo, au Rwanda et sans doute ailleurs. Vous la sentez, cette défiance monter aussi? Alors il y a deux défiances différentes. Il y a la défiance que décrit Florence, qui va en crescendo. Le personnage du journaliste a changé. Lui-même, il n'a pas beaucoup changé, mais enfin, il a quand même lui aussi changé. Mais enfin, il y a aussi, oui, il y a quand même une grégarité du journalisme qui a un petit peu aussi abîmé les choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde devait passer par Sarajevo s'il voulait avoir. Bon, c'était un peu compliqué aussi. La guerre a aussi été un terrain de travail un peu ambigu à un moment donné. Hein. Moi, j'aimais bien l'idée des reporters de guerre, parce que c'est un peu une corporation, un petit peu comme ça, elle est ce qu'elle est, mais il y a un côté corporatiste. Ça après, nous sépare. Hein. Ça nous sépare. Non, mais à un moment donné, c'est vrai que aller à la guerre 8 jours, tout le monde devait y aller. Donc voilà, Marie-Claire arrivait, glamour, tout le monde passait à la guerre. Bon, mais c'est pas très important ça. Ce qui est, je voulais dire, il y a une défiance qui a toujours toujours existé, parce que quand même la propagande est une arme de guerre extraordinaire, au même titre que l'artillerie, quoi, la propagande. Et donc l'utilisation de l'information et de la désinformation ont toujours été des armes utilisées par les états-majors, par les politiques, etc. Et donc les journalistes ont toujours été susceptibles d'être manipulés ou considérés comme pouvant être manipulés. Donc il y a toujours eu ça. Et donc vous pouviez très bien aller, par exemple, en Palestine, vous alliez à Gaza, tout ça, être très très bien accueilli, parce qu'à un certain moment donné, le président de la République française avait prononcé des choses très favorables pour la cause palestinienne, et puis vous y retourniez 6 mois après, et on vous balançait des caillasses, parce qu'entre-temps, il avait fait un voyage à Tel Aviv. Enfin, donc il y a toujours... Les journalistes sont assez bien accueillis à Kaboul en ce moment. Hein, voilà. Donc il y a toujours ce truc comme ça... mais c'est vrai que ce que décrit Florence est nouveau, et moi je l'ai pas connu parce que j'ai quand même arrêté le travail sur le terrain en 2001 ou 2002, je me rappelle plus. Mais j'ai pas connu c'est-à-dire qu'il y a eu dans un premier temps la population civile prise comme cible, et puis dans un deuxième temps la population étrangère, donc ONG et journalistes mêlés, surtout les journalistes parce qu'ils ont plus d'influence, pris comme cible. Et donc c'est vrai que ça change les choses. Mais il y a aussi c'est difficile aussi pour moi de m'exprimer sur ce qui s'est passé depuis 20 ans. Ça serait malhonnête puisque je n'y étais pas, je n'ai pas tenté le truc. Je pense aussi qu'il y a quand même beaucoup de mentalités sur le travail, sur le terrain qui ont changé.
et qu'il y a beaucoup plus de facilité à travailler sur des écrans que de travailler dans sa bagnole. Et enfin, ouais, je pense qu'il y a d'autres choses qui sont mêlées, mais qui fait qu'avant, on était obligé d'aller suivre les photographes pour aller voir. Maintenant, on voit beaucoup plus avec des images qui viennent de partout, etc., qu'on peut travailler. On travaille sur images, ou on travaille sur des sites internet de gens qui parlent, etc. Et ça, je pense que, par exemple, dans des journaux comme Libération, tout ça, ça a beaucoup changé, quoi. C'est-à-dire qu'avant, il y avait quelqu'un qui faisait le desk, et puis tous les autres foutaient le camp. Maintenant, tout le monde est... Enfin, il y a quelque chose qui a changé un peu partout, donc ça m'est désagréable. Enfin, ça serait malhonnête de ma part d'en parler trop, quoi. Je suis de la génération d'avant. La génération qui partait avec un guide du routard dans la poche pour couvrir la guerre au Liban. À Lonely Planet, pardon. Il y avait quelque chose d'intéressant dans ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'une des principales raisons que vous avez avancées quand vous avez dit j'ai tout de suite compris que j'aimais ça, la guerre, c'est que ça me permettait de raconter des histoires et que c'était que d'une certaine manière c'est plus facile à raconter parce que tout est énorme, tout est tragique, donc ça offre beaucoup. C'est vrai que ça offre plus de prise. Et Florence, alors vous pour ça vous, en tant que reporter de paix, vous faites du coup un métier qui est plus difficile d'une certaine manière. Est-ce que vous le définiriez comme ça? Parce que vous, pour le coup, vos livres, c'est aussi des chefs-d'œuvre pour attraper des choses qui a priori n'ont pas de relief, quoi, qui vues de loin n'ont pas de relief. C'est le concept même de ces vies invisibles ou prétendument invisibles. Ouais. Alors, moi, j'aime pas du tout cette expression d'invisibilité, de vie invisible, alors, etc. Pourquoi? Je ne l'aime pas parce que je pense que ce sont des gens tout à fait visibles. Il n'y a rien de plus visible qu'un cheminot, une personne qui fait le ménage, un serveur, qui sont décrits comme invisibles. C'est-à-dire, pour moi, dire invisible décrit celui qui parle et non pas celui dont on parle. Et c'est celui qui parle qui ne le voit pas, mais celui dont on parle existe bel et bien, et il est bel et bien en chair et en os devant nous. Et donc, mais ils sont même très nombreux, et voilà. Et donc, voilà, c'est pour ça que je n'aime pas cette expression. Mais c'est vrai que, alors, comme Jean, moi, je suis journaliste, je suis vraiment journaliste. J'aime ce métier vraiment au-delà de tout, et j'aime moi aussi aller sur un terrain où il s'est passé quelque chose. J'ai aimé aller récemment en Haïti parce que la terre tremble et que c'est intéressant comme journaliste. Et c'est terrible, on en parle comme un médecin vous dit oh là là le beau cancer. Donc c'est pas qu'on aime ça, c'est que c'est professionnellement une situation intéressante. Mais ce qui m'a passionné à côté de ça, c'est que c'est vrai que comme journaliste, saisir un très gros événement, saisir une guerre, en parler, saisir c'est ça la terre qui tremble, l'avion qui tombe, etc. On est vraiment armé pour. C'est-à-dire, les journaux sont faits pour ça. Ils sont faits pour les gros titres, les photos qui claquent, une chose incroyable, elle vient de se passer. Donc, on est à fond dans notre univers. En revanche, parler de la vie quotidienne, des petites choses de la vie, et qui sont pourtant les plus importantes, qui sont le travail précaire, qui sont la vie dans un EHPAD, qui sont effectivement des éleveurs charolais. Là, nos gros sabots et nos grosses pattes sont tout à fait cassent la petite porcelaine. Et je m'en suis rendu compte en commençant à travailler là-dessus, c'est que les plus gros dispositifs que j'ai pris pour travailler, qui étaient par exemple de cacher mon identité pour venir travailler ici même à Caen, et dire, voilà, changer, endosser le rôle de quelqu'un d'autre, etc. Je l'ai fait non pas pour découvrir la formule d'une centrale nucléaire ou pénétrer, cacher dans un pays en guerre. Je l'ai fait pour devenir femme de ménage. Et c'est vrai que ça, c'est assez paradoxal. C'est-à-dire que tous ces dispositifs-là, ils sont faits pour attraper la vie quotidienne. Pourquoi ? Parce que c'est le plus difficile, en fait. C'est le plus difficile, c'est le plus sensible, c'est le plus ténu. Et là, on est, j'allais dire, presque trop armé. Et c'est vrai que ça a été, pour moi, ce travail à Caen, en ce sens, a été une découverte. Alors, Jean, quand il vous dit qu'il aime la guerre, etc., ce qu'il raconte dans ses livres, c'est quand même la vie quotidienne aussi de personnes. C'est pas l'artillerie a avancé de 3 mètres et telle arme a tiré dans tel endroit. Donc c'est la vie pendant la guerre, bizarrement. Donc il y a de ça, mais c'est vrai que raconter
la vie en temps de paix et ce qu'elle a de compliqué, difficile aussi, etc., ça a été une sacrée leçon d'essayer de m'y confronter. Et c'est vrai que moi, ça m'a passionné. Du coup, j'aime faire les deux. J'aime faire le travail de journaliste dans ce qu'il a de très spectaculaire parfois. Et j'aime le faire en France aussi. Très bien. Alors, du point de vue de l'écriture maintenant, puisqu'il s'agit de raconter des histoires, le reportage, il emprunte beaucoup au roman, ou il est cousin du roman, enfin en tout cas du récit, quoi. Il s'agit toujours de raconter des histoires. C'est quand même ça la base d'un bon reportage, une ou des histoires. On utilise des techniques narratives qui sont assez proches, on utilise des effets de style aussi. Et est-ce que, pour vous, tout ça, ça suffit à faire d'un reportage une forme de littérature ou pas forcément? Comment vous placez le curseur, disons, d'un point de vue général, et puis en ce qui concerne vos œuvres respectives? Voilà, c'est des questions très ouvertes que je voulais vous poser. Jean, alors donc vous avez été journaliste, vous êtes par ailleurs romancier, et puis vous avez cette activité d'écrivain en ce qui concerne le Rwanda. Est-ce que c'est vraiment trois choses différentes? Qu'est-ce qui les unit? Qu'est-ce qui les sépare? Comment ça s'organise dans votre tête, tout ça? Alors moi, comme j'ai une petite tête, ça s'organise de manière plus claire. C'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup le roman. Oui. Le roman, c'est une manière pour moi de reprendre ce que j'ai connu en tant que journaliste, c'est-à-dire reprendre mes reportages et de les remettre en scène autrement. Finalement, un romancier travaille avec un imaginaire. Quelquefois, c'est son papa, quelquefois, c'est son enfance, quelquefois, c'est... Mais moi, mon imaginaire, c'est mes années de reportage. Donc, je les remets en scène. Ça me permet de revoir le sport de haut niveau. Ça permet ça. Voilà. Donc, c'est lié. Les romans sont très liés au reportage. Mais par ailleurs, mon travail sur le Rwanda est du récit. Ce n'est pas du tout de la fiction, c'est même beaucoup moins de la fiction que le reportage, parce que le reportage, il y a un peu de fiction, là, il y en a beaucoup moins. Donc, c'est à la fois entre les deux, et à la fois, c'est complètement à part. J'ai une méthode de travail et une attitude par rapport à mon travail au Rwanda que je n'ai jamais eu avant et que je n'aurai jamais. Enfin, j'ai une autre manière d'être, une autre manière de me comporter avec les gens, une autre manière de poser les questions et de travailler en amont, et une autre manière aussi de travailler ce que je recueille, puisque c'est le matériau principal. Moi, en fait, le matériau, si je peux parler comme ça, mais enfin, pourquoi pas, de mes livres sur le Rwanda, c'est quand même la parole des gens. Et c'est uniquement ça. Donc, c'est énormément travaillé en amont par les questions. J'ai travaillé énormément. Et puis, c'est très travaillé au niveau de la réception. Donc là, il faut aussi faire un peu preuve de délicatesse et de finesse et tout ça pour nouer un lien, parce qu'il y a un lien de familiarité, de confiance qui doit s'établir. Et après, il y a un énorme travail sur le matériau lui-même qui consiste à monter, élaguer, recomposer et mettre en résonance, etc. Donc en fait, j'allais dire, c'est plus distinct que ce que fait Florence, quoi. Florence... bon, je voulais dire aussi une petite chose. Qu'est-ce qu'elle fait, Florence? Dites-nous. C'est par rapport à cette idée de littérature et de fiction. Souvent, dans le langage commun, on confond les deux. Et on dit, ça devient littéraire quand ça devient de la fiction. Or, c'est tout à fait faux. Je veux dire, les reportages de Florence sont éminemment littéraires. Éminemment littéraires. Ça ne veut pas dire qu'elle invente, ça veut dire qu'elle crée un univers. Elle crée un univers où il y a des gens qui sont paysans charolais, je ne sais pas quoi, etc. Et donc, elle part de quelque chose de vrai, de réel, pour construire quelque chose. Voilà. Et donc, c'est pas littéraire, c'est ni une qualité stylistique, ni fiction, pas fiction. C'est autre chose. C'est est-ce qu'on arrive à créer. Et donc, je pense que moi, il y a des reporters qui sont d'éminemment reporters littéraires, et des romanciers qui sont éminemment peu littéraires. C'est-à-dire, vous voyez, donc ça passe pas tout à fait par ces limites un peu communément admises. Non,
pas du tout. Donc c'est littéraire quand ça crée des univers. Mais quand même, alors il y a un moment où donc si j'ai bien compris, Florence va nous le confirmer après, mais donc elle, il n'y a pas un gramme de fiction dans ses reportages. Mais vous avez quand même dit, dans le reportage, il peut y avoir un peu de fiction à un moment. Qu'est-ce que vous vouliez dire à ce moment-là? Malgré soi. Malgré soi. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a quand même une subjectivité qui fait que vous décrivez une personne et vous la décrivez sincèrement. Vous dites elle est grande, elle est sympathique et elle parle facilement. C'est votre point de vue. Mais cette personne ne va peut-être pas parler facilement à tout le monde. Elle n'est peut-être pas grande pour tout le monde. Et elle n'est peut-être pas gentille pour tout le monde. Vous voyez, donc vous arrivez souvent, alors soit parce qu'il y a une question de vitesse, le reportage c'est aussi des contraintes de temps, donc vous arrivez, etc. Et donc vous décrivez une situation et évidemment, le cas se présente par exemple très souvent quand vous interrogez quelqu'un. Donc vous interrogez quelqu'un, vous parlez comme ça pendant 2 heures avec quelqu'un, et comme ça, et vous allez retenir quelques phrases de lui dans le reportage. La personne ne va jamais se reconnaître là-dedans. Elle va dire, elle a gardé que ça. Enfin, c'est pas tellement qu'elle est frustrée parce qu'il n'y a pas plus de place d'elle, mais parce que la personne estime que ces quelques phrases ne représentent pas la demi-heure ou l'heure de conversation qu'elle a eue avec vous. Parce que vous avez gardé ces phrases parce que vous les avez assemblées à d'autres phrases ou à d'autres descriptions de ce reportage, parce que vous avez créé quelque chose. Et donc, en ce sens, vous avez créé un personnage dans ce reportage qui est un peu fictionnel, parce que la personne ne se reconnaît pas du tout dedans, et ses amis peut-être non plus ne vont pas se reconnaître. En ce sens, il y a de la fiction, c'est-à-dire que c'est vrai que tout le monde travaille sur la réalité. Normalement, la fiction travaille sur le non-vrai, sur le faux, et le reportage sur le vrai, mais ce n'est pas si vrai que ça non plus. Quelquefois, on travaille aussi un peu... parce qu'il y a toujours une subjectivité qui fait ça. Quoi. Florence, vous êtes d'accord avec tout ça? Oui, c'est vrai que moi, la première, quand j'étais jeune journaliste, j'étais persuadée que voilà, on vous commande un reportage et que devant vous, il y a un tremblement de terre et que cette histoire existe et qu'il vous suffit de la regarder et de la raconter. Or, cette histoire existe de la manière dont vous la racontez, un peu ce que dit Jean. Et ça, il suffit de voir sur les gros événements, reprenons le tremblement de terre en Haïti, tout le monde est au même endroit, où il y a toutes ces tentes, où il y a tous les réfugiés, etc. Et pourtant, vous allez lire 10 articles, aucun ne se ressemblera, aucun ne racontera le même tremblement de terre, ni la même personne. Et pourtant, aucun n'est faux, aucun ne se veut mensonger, ce n'est pas un événement contestable ou interrogeable, mais simplement, l'histoire, elle est en fonction de qui la voit et la manière dont il la raconte. Et donc, il y a ces deux éléments, et c'est très compliqué. À vrai dire, moi, c'est un de mes grands questionnements, y compris quand j'ai fait ce livre ici à Caen. Vous tendez à beaucoup de personnes, en tout cas, moi, la plupart des gens que je vois, sont des gens qui ne sont pas candidats à être interrogés par un journal. C'est des gens qui sont, comme vous et moi, simplement, ils ont eu le malheur qu'une bombe leur tombe sur la tête ou tout simplement de croiser mon chemin. Et tout à coup, vous êtes là, vous dites, voilà, je suis journaliste, je fais un reportage sur vous, etc. Et bam, vous leur tendez un miroir dans lequel ils sont sommés de se reconnaître. Ils sont sommés parce que tout le monde dit, voilà, j'ai lu le journal, t'es dedans, etc. Et souvent, ça n'est pas forcément le cas. Et c'est un moment très compliqué, ce rapport à celui que vous avez représenté. Et très souvent, c'est un endroit de très grand malentendu où les gens disent, enfin, moi, je ne sais, je reste aujourd'hui encore... c'est un des moments compliqués à gérer aujourd'hui encore pour moi, malgré les années de métier. Et ici, à Caen même, j'ai fait un reportage sur cette usine de Madeleine. Est-ce que vous vous souvenez de cette usine de Madeleine qui a fermé? Enfin, qui du coup a repris d'ailleurs. Et donc, dans cette usine de Madeleine, les personnes qui travaillaient dedans m'appellent et me disent, voilà, c'est alors une usine qui fabrique des madeleines à l'ancienne, entreprise très familiale, une trentaine de femmes y travaillent, et la plupart n'ayant travaillé que là. Un peu comme les Moulinex, d'ailleurs à Caen même, où il y a eu toutes ces expériences ouvrières d'entreprises familiales, etc., qui tout à coup volent en éclats. Donc on leur dit, voilà, mesdames, maintenant, au revoir, vous rentrez chez vous, et toutes les machines vont partir en Roumanie. Et toutes ces femmes qui avaient travaillé là, qui n'avaient aucune, pas de syndicat, pas de révolte, pas de contestation, tout à coup disent « Ah ben non, on va occuper l'usine et vas-y qu'elles mettent 2 tréteaux et qu'elles se relaient pour dormir dans l'usine
pour la sauvegarder. Et donc j'arrive là, on discute, je passe 2-3 jours avec elle, et on discute assez, rester longtemps avec les gens, créer une forme d'intimité que j'affectionne personnellement, donc ça me va très bien. Et elle me raconte notamment cette chose-là, qui est, ici, nous, on n'est que des femmes, mais il y a 2 hommes. Alors, l'un est chef, et l'autre est stagiaire. Et donc, le stagiaire s'appelle Kevin, il a 19 ans, c'est le plus jeune de tous, beaucoup, beaucoup plus jeune. Mais néanmoins, il gagne 10 centimes de plus à l'heure que toutes les dames. Alors, je dis, comment ça se fait? Oh, on va comme ça, c'est un homme, bon. Et je leur dis, et voilà, et quoi d'autre? Elle me dit, puis les 2 hommes, les hommes reçoivent toutes les semaines un gros paquet de madeleines. Et je dis, et pas les femmes? Non, pas les femmes. Et alors ça les fait marrer, elles disent, mais de toute façon, nous on les pique, c'est pas grave, on en prend beaucoup plus, voilà. Et j'écris ça dans le papier. J'écris dans le papier que les femmes sont moins payées de 10 centimes que Kevin, que ça, et je le présente, et vous allez comprendre là où je veux en venir, en disant qu'elle le présente comme normal. Aucune ne me dit, c'est injuste, d'ailleurs on va se battre pour gagner 10 centimes de plus si notre usine est reprise. Et elles m'en ont terriblement voulu. Elles m'en ont terriblement voulu en disant, non, on nous présente comme des personnes résignées, etc., etc. Alors il y avait évidemment un reportage sur le fait qu'elle voulait reprendre l'usine, etc. Mais c'est pour vous dire que c'est compliqué. Évidemment, je ne le racontais pas pour leur nuire, je le racontais pour dire comment les choses n'avaient, dans mon esprit en tout cas, pourquoi les choses n'avaient pas changé pendant si longtemps dans cette usine-là. Parce que tout le monde l'avait considérée pendant des années comme, après tout, une curiosité dont on riait un peu et de toute façon on s'en arrangeait. Mais qui était pour moi en tout cas significatif, d'autant que j'étais venue le jour de la journée de la femme. Donc, voilà. Et donc, elles m'ont appelée en pleurs, et je m'en veux encore aujourd'hui de cette... voilà. Et tout ça pour vous dire que vous voulez bien faire, vous voulez raconter une histoire, mais vous la racontez aussi à votre manière, qui ne convient pas forcément, ou dans lesquelles ceux que vous voulez représenter ne se reconnaissent pas. Là, elles se voyaient en lutte, et je les présentais comme... Enfin, en tout cas, les sentiments qu'elles avaient, c'était ça. Et ça, c'est une relation très compliquée. C'est-à-dire que c'est vrai que le journaliste raconte, s'approprie une histoire, la raconte à sa manière. Il ne veut pas forcément détourner les choses, mais ça peut être vécu comme ça. Et c'est vrai qu'au fil du temps, en tout cas, une chose que j'ai apprise, c'est à faire très attention à certains adjectifs que j'emploie. J'ai le souvenir d'un de mes confrères qui parlait d'un hôtel où s'était rendu un braqueur s'était rendu, et donc avait dit à la police, voilà, venez me chercher, venez m'arrêter, je suis dans tel hôtel. Et ce confrère, il va assister à l'arrestation, et dit, il a choisi un hôtel minable. Voilà, joie du propriétaire. Et voilà, aujourd'hui, je sais que moi, en tout cas, je n'écrirai pas plus exactement, minable, mais un hôtel, j'aurais mis une étoile, par exemple. Donc, tout le monde comprend. Mais il y a ce regard qui fait à la fois le sel d'un reportage et à la fois la chose compliquée par rapport aux gens dont on parle. Bien. Et pour revenir à ma question de tout à l'heure, pour vous, elle se situe où la frontière entre le reportage et la littérature? D'abord, est-ce que vous avez l'impression de faire de la littérature? Si oui, à partir de quel moment vous avez accepté cette idée? Est-ce qu'il y a une différence fondamentale qui m'échappe entre vos reportages et vos livres? Parce que pour moi, vos reportages sont des morceaux de littérature aussi. Je me pose pas vraiment la question comme ça. Quand on me dit que mes reportages, comme vous le faites, ou Jean, ressemblent à de la littérature, j'en suis ravie. Je vous cache pas, je suis très fière de ça et ça me fait très plaisir. Moi, personnellement, je ne le dirais pas. Mais c'est vrai que fiction et littérature sont quand même 2 choses très différentes. Et moi, en tout cas, je ne fictionne pas. Alors, à chaque fois, c'est un exercice à faire. C'est-à-dire que, par exemple, le dernier bouquin que j'ai sorti raconte un fait divers. Et là, c'est très compliqué parce que vous allez raconter un meurtre. Et dans ce meurtre-là, vous n'y avez pas assisté par définition. Donc, le cœur de votre livre, ce meurtre,
comment vous allez en parler? C'est-à-dire, est-ce que vous allez dire, à ce moment-là, l'assassin entre, fiction, je n'y étais pas, je n'en sais rien, je ne sais même pas s'il y avait un assassin, plusieurs assassins, enfin, vous permettez un petit coup d'épaule dans le réel, et comment faire pour à la fois raconter, parce que je pense que j'aime raconter, j'aime que mes reportages ou mes livres soient une forme de récit, donc utilisant les techniques de la fiction, mais pas aller aussi loin que ça. Donc, je me suis longuement posé la question, comment représenter, comment parler de ce meurtre sans faire ce que personnellement je déteste. À ce moment-là, l'assassin entre, il dit, ou Louis XVI se penche vers Marie-Antoinette et lui dit « passe-moi le sel ». Vous voyez, fictionner une réalité. Voilà. Et donc ça, c'est toujours un défi quand on est journaliste. Donc de plus en plus, j'essaie de faire du style indirect et non pas un faux dialogue reconstitué ou des choses comme ça. Mais c'est à chaque fois, je dois presque me taper sur les doigts en disant non, là. Et donc je reprends éternellement pour ne pas tomber dans ce travers-là, parce que pour moi, c'est un travers. C'est le petit pas de trop. C'est vrai que l'inconnu de la Poste est très, très à l'os de ce point de vue-là. Enfin, et sans rien inventer, finalement, on arrive à un livre qui se lit comme un roman de Simenon, sauf que Simenon, il les imaginait, ces histoires. Encore. Ben oui. Il faut le dire. À défaut de pouvoir rentrer dans le détail de ce livre qui mériterait une conversation en soi. Tout ça m'amène à quelque chose mais bon, on l'a un peu abordé. Vous écrivez sur des sujets différents, vos formes d'écriture sont différentes. Et pour autant, finalement, vous l'un comme l'autre, vous utilisez le même matériau, me semble-t-il, qui est... Bon, alors vous parlez des choses vues, mais vous ne contentez pas de décrire une maison qui s'écroule pendant un tremblement de terre. En fait, surtout, vous vous appuyez sur des propos recueillis, sur des paroles que vous allez recueillir. C'est ça, finalement, la base du métier peut-être de reporter, et en tout cas la base de ce qui se trouve à la base de vos livres, en tout cas ceux sur le Rwanda, Jean, c'est très clair. Et Florence, c'est pareil, l'inconnu de la Poste, si vous avez passé si longtemps, c'est parce que vous êtes allé écouter les versions, les témoignages, les points de vue des uns et des autres qui ne concordent pas toujours. Et du coup, je me demandais quelle était votre façon de travailler cette parole-là. Alors, avec quelle éthique? Donc ça, Florence y a un petit peu répondu. Et puis même techniquement, comment ça se passe? Et en particulier pour vous, Jean Hatzfeld, moi, c'est d'abord pour vous poser cette question que je voulais vous rencontrer. C'est quelle est la part de travail littéraire que vous effectuez sur la parole que vous nous faites entendre? Parce que quand on lit vos livres sur le Rwanda, on entend des gens parler. Et je me demandais, est-ce que vous les enregistrez? Est-ce qu'il y a un moment où il faut passer par de la traduction aussi? Parce que j'imagine qu'ils ne s'expriment pas tous en français, donc fatalement pas tous avec ces mots-là. Et pour autant, quand on vous lit, il y a un naturel dans l'expression qui fait que si on n'y prête pas attention, on se dit bon, bah, c'est facile, il a posé son micro, il a enregistré, puis il a recopié après, quoi. Alors, quand on pose la question de pourquoi je me suis attardé si longtemps sur cette histoire du Rwanda, je réponds plusieurs choses qui sont un peu des banalités, que c'est l'extermination, que c'est vertigineux, que chaque question suscite des réponses, qui suscite de nouvelles questions, tout ça. Mais j'insiste aussi sur la langue. C'est-à-dire que il y a eu un paradoxe quand je suis arrivé dans ce village du Rwanda en 98, donc 3 ans après les tueries. En fait, on s'est succédé, Florence et moi, au Rwanda en 94. Je lui ai succédé. Et après, je suis revenu en 98. Et là, j'étais confronté à quelque chose qui était assez, vraiment très prenant. C'était à la fois une beauté inouïe du paysage. Donc la beauté des marais, il n'y a rien de plus beau qu'un marais. Enfin, les marais sont d'une beauté venimeuse qui est assez extraordinaire. Et la beauté du langage. Et souvent, je me pose la question de est-ce que j'aurais été si persistant et si obstiné s'il n'y avait pas eu cette beauté du langage qui est un français de métaphore, un français extrêmement simplifié, mais très imagé, qui va toujours à l'essentiel, parce que, non pas que ces gens ont l'habitude de parler et d'aller à l'essentiel, mais parce que de là où ils viennent, après ce qu'ils ont vécu et l'expérience qu'ils ont traversée, celle de l'extermination,
il n'y a plus que l'essentiel qui compte, quoi. Ça n'a plus beaucoup d'intérêt. C'est pas la tchatche qu'on peut avoir dans d'autres régions, comme sur un fait divers, par exemple, ou à Gaza, etc., où on peut calculer, c'est-à-dire parler pour calculer, pour obtenir, pour revendiquer, pour pleurer, pour informer, etc. Là, il n'y a plus rien. Plus rien d'autre ne compte que la parole, puisqu'on n'a rien à gagner, tout est perdu. Donc, il y a eu ça qui m'a beaucoup fasciné et qui est en grande partie, et notamment la première personne que je rencontre à Nyamata est une jeune femme de 35 ans qui parle mais d'une manière mais tellement belle que on pouvait tomber amoureux de son langage, enfin, avant de tomber amoureux d'elle-même, quoi. Donc il y a cette première chose. La langue est très très importante. Est-ce que si ça avait eu lieu en Ukraine, j'aurais été aussi fasciné? C'est pas sûr. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, donc il y a un travail qui est le travail de la question et de la réponse. Une première chose, c'est que vous êtes obligé toujours de dire la vérité. C'est la première fois de ma vie que je n'ai pas triché, moi. J'ai toujours triché dans la vie, mais là, je n'ai pas pu tricher. Il faut créer un lien de familiarité et de confiance tel qu'ils ne peuvent pas transpercer, ne pas avoir le moindre doute sur vous. Donc il y a une attitude comme ça. Et puis il y a que quand on est, ça c'est une phrase de Lanzmann qui a dit un jour, quand on pose une question à un rescapé, il faut savoir de quoi on parle. C'est-à-dire que quand même, le problème du silence du rescapé, qui a été l'objet, je pense, de notre erreur de journaliste, enfin de nos difficultés, parce que c'est compliqué, mais enfin, de nos difficultés de journaliste à l'époque à se confronter à cet événement, c'était le silence des rescapés qui se taisaient. Alors, ils se taisent pour beaucoup de raisons. Ils se taisent parce qu'ils n'ont plus envie de parler, ils se taisent parce qu'ils n'ont plus de mémoire et ne se souviennent plus, ils se taisent parce qu'ils ont peur de ne plus être crus, ils se taisent parce qu'ils vous détestent, ils se taisent parce qu'ils ont beaucoup, ou ils se taisent parce qu'ils veulent taire quelque chose dont ils ont honte. Une maman qui a abandonné son enfant dans la course, ou etc. Donc, pour toutes ces raisons, ils vont avoir du mal à parler. Ils vont surtout avoir du mal à dire ce qu'ils pensent et la vérité. Donc il faut que vous appreniez à travailler avec le mensonge et le silence. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est quand même, pour un journaliste, le mensonge est l'ennemi principal. C'est-à-dire qu'on est toujours à essayer de percer le mensonge pour savoir qu'est-ce qu'il y a de vrai. Alors que là, le mensonge devenait un vrai élément d'intérêt. C'est-à-dire que quand quelqu'un me mentait, il fallait que j'apprenne à comprendre que quand quelqu'un me mentait, son mensonge était intéressant, que la raison pour laquelle il me mentait ou elle me mentait était ce qui était intéressant. Voilà. Par exemple, vous avez un exemple précis de ça en tête? Eh bien, si vous voulez, le premier exemple, c'est une gamine, 16-17 ans, je la vois, c'est la première personne que j'interroge, 90. Première personne, Jeannette, comme ça, elle avait été dans les marais, je savais, elle avait vécu avec de la boue jusqu'au cou pendant 6 semaines, 7 semaines, elle avait vu sa maman se faire couper devant elle, etc. Je savais tout ça parce qu'on me l'avait dit un peu et je commence à parler avec elle. Et dans la question, à un moment donné, premier entretien, c'était 10 minutes après le début, Jeannette, est-ce que tu te rappelles combien de temps tu es restée dans les marais? Et elle me dit 6 mois. Donc moi je savais que ça ne pouvait pas être 6 mois puisque c'était pas que ça. Et je lui dis non Jeannette, c'est pas 6 mois. Et elle me regarde et elle me dit 6 heures. Et là je comprends que le temps n'a plus d'intérêt pour elle. C'est-à-dire que c'était stupide pour moi d'essayer de faire dire quelque chose comme ça à cette jeune fille. Elle, ce qui était important, c'est qu'elle avait été dans les marais, qu'elle avait vécu ça. Mais le temps n'importait pas. Vous voyez, ou alors c'est quelqu'un qui, voilà, c'était une Francine qui me mentait toujours sur quelques jours de son séjour dans les marais. Et moi, je savais que Francine avait été violée. Et je savais que beaucoup de femmes avaient été sauvées par le viol parce qu'il y avait comme ça une espèce d'idée des tueurs qu'on ne pouvait pas mêler la mort et la vie dans la même personne et que si on l'avait violée, on ne la tuait pas. Donc je pensais que c'était ça le blocage. Mais un jour, elle me raconte son viol et elle se tait toujours, quoi. Elle ne veut plus raconter, elle ne veut plus répondre aux questions, elle se tait. Donc je dis, Francine, elle me dit, on se verra. J'ai dit, non, Francine, je crois qu'on va arrêter parce que je vois que je t'embête. Et elle me dit, non, reviens.
revient. Et en fait, ce qu'elle n'arrivait pas à dire, c'est que dans les marais, elle avait cessé d'aimer Théophile, son copain. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus de gestes à se toucher et de mots à s'échanger, et qu'elle avait honte de n'avoir plus aimé son fiancé qui allait devenir son mari. C'était même pas d'avoir abandonné son enfant. Il y a d'autres, par exemple Jean-Baptiste, lui, dans la course, il court avec son fils trébuche et il ne se retourne pas. Enfin, il sait que s'il se retourne, les tueurs l'attrapent. Donc il sauve sa vie. Mais elle, c'était même pas certain. Et il y a eu des cas comme ça. Une fois, Berthe s'est énervée. Et elle s'énerve très très fortement. Et je ne comprends pas pourquoi elle s'énerve, parce qu'on parlait de Dieu. Et en fait, c'est parce que j'ai insisté depuis quelque temps pour savoir jusqu'à quand elles avaient prié dans les marais, et à quel moment elles s'étaient arrêtées. Et elle m'a soupçonné de vouloir lui faire dire qu'elle avait cessé d'aimer Dieu, de croire en Dieu, ce qui est pour un chrétien quelque chose d'indicible. On ne peut pas dire ça, quoi. On a cru en Dieu tout le temps, même si ce n'est pas vrai. Enfin, sinon, on est sûr d'aller en enfer. Donc, voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut apprendre il faut manager ça. Alors après, donc pour faire plus court, on lit beaucoup. Moi, je lis beaucoup. Je lis tous les livres sur la Shoah. Donc, j'ai quasiment rien lu sur le Rwanda, mais je lis à peu près tout sur la Shoah. Et chaque fois que je travaille sur un sujet, je lis tout ce qui a été écrit, Primo Levi, Charlotte Delbo, etc. Mais quand j'écris sur les enfants, c'est des trucs sur les enfants, sur les juifs, je lis. Et j'ai beaucoup de questions, parce que je veux être toujours capable, en face de la personne, de pouvoir réagir pour qu'il n'y ait pas de silence qui peuvent laisser entendre. Ça ne veut pas dire qu'on parle toujours, on peut tenter s'arrêter de parler, mais il faut toujours qu'elle ait l'impression que ce qu'elle dit peut être compris. Voilà, c'est ce que dit Lanzmann, c'est qu'il faut que la personne ait le sentiment qu'elle ne parle pas dans le vide ou qu'elle ne parle pas à quelqu'un pour qui c'est rien tout ça. Voilà. Donc on fait ce travail-là, donc on arrive avec des questions, on recueille des réponses, on retourne à Paris, on décrypte, on étale tout, on lit tout, on prend des crayons de couleur, on souligne par thème, le bleu pour Dieu, le rouge pour la mort, le vert pour je ne sais pas quoi, etc. Et en écoutant les gens, on s'aperçoit à ce moment-là qu'on n'a pas tout entendu, parce que ça, et donc on se dit « Oh, j'ai pas fait gaffe à ça », donc on note. Et puis on s'aperçoit aussi qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose d'intéressant et que ça serait bien de faire parler les autres sur cette même idée. Donc on note, patati, et on retourne. Et on fait un deuxième séjour, on fait un troisième séjour, et petit à petit, on décrit comme ça, et on commence à envisager le livre, c'est-à-dire que là, il y a un travail qui s'apparente beaucoup plus peut-être à un travail cinématographique, c'est ce que j'appellerais le montage. Donc on coupe, beaucoup. On élague. Il y a des livres pour lesquels j'ai un matériau qui peut me permettre de faire 15 ou 20 livres, et ça devient un livre, quoi. Donc il faut enlever. Alors on enlève, soit parce que ce n'est pas intéressant, soit parce que c'est répétitif, soit parce que c'est hors sujet, mais aussi on enlève quelquefois parce que ça ne va pas dans le livre. Par exemple, vous posez une question à quelqu'un et vous dites est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir un autre génocide? Et donc, vous êtes avec une personne qui vous dit, Janvier, qui vous dit oui, il peut y avoir un génocide, un autre génocide, puisque la cause est toujours là et qu'on ne la connaît pas. C'est une phrase comme ça d'une beauté extraordinaire. Et la personne d'après lui dit la même chose. Mais vous êtes obligé d'enlever la personne d'après, c'est très injuste. Mais si vous la mettez 5 fois, cette phrase, le lecteur, il dit, oh, bon, ça commence à bien faire. Enfin, donc, il faut enlever. Donc, il faut après mettre en résonance tout ça. C'est-à-dire que ce que dit, par exemple, il y a des histoires que vous racontez en épisodes. C'est-à-dire la vie au village pendant les tueries chez les tueurs. Je ne voulais pas que ce soit une personne qui prenne tout ça en main. Donc, chaque personne raconte un petit peu ça. Et à la fin du livre, si quelqu'un va jusqu'au bout, il a l'idée de qu'est-ce qu'a été la vie au village pendant les tueries. Mais ça a été quelqu'un qui complote quelqu'un qui contredit quelqu'un. Voilà. Donc vous mettez en résonance, et c'est comme ça. Et puis après, il y a beaucoup de... Oui, alors il y a le travail sur la langue. Alors, le travail sur la langue, grosso modo, c'est... les 2 tiers ou un petit peu moins parlent français, un tiers ne parle pas français.
Donc il y a un travail de formation de l'interprète. Voilà, un travail de formation de l'interprète qui m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce que souvent les gens ont tendance, et ça Florence l'a connu, a tendance à résumer ou à expliquer ou à condenser ou à enlever ce qui n'est pas vrai. Par exemple, moi ils enlevaient ce qui n'était pas vrai, donc je disais, attends, moi, ce qui n'est pas vrai, ça m'intéresse. Donc quelquefois j'ai fait des doubles ou triples traductions, pas pour vérifier, mais pour pouvoir engueuler le traducteur en disant ça, et toi, moi je veux ça. Donc voilà, et donc on a... voilà, c'est un peu comme ça que j'ai fait, quoi. Voilà. C'est du travail. Florence, et puis après on va laisser d'autres gens que moi poser des questions. Comment on fait pour faire parler des gens qui sont traumatisés par quelque chose, pas forcément par une guerre, mais par un sale truc qui s'est passé dans la maison d'à côté? Comment on fait pour les faire parler, et puis comment après on fait entendre leur voix? Et comment Florence se présente? Non. Ah oui. Non, mais je pense que vu le travail qu'elle fait et comme elle le fait, je pense que sa manière d'être et de se présenter aux gens est quelque chose de décisif, parce que sinon on n'arrive pas très bien à comprendre. Donc, qu'est-ce que Florence dit qu'elle est et pourquoi elle est là, comment elle fait? Alors, juste une chose, je pensais à une histoire qui m'est arrivée, c'est très court. Comme disait Jean, sur les traducteurs, c'est vrai qu'on travaille dans des pays dont on ne connaît pas la langue, l'albanais, le kinyarwanda, le swahili, enfin peu importe. Et je me souviens, j'étais une des premières fois où je suis allée à Bagdad, il y avait un cinéma dont on avait dit non, mais ce cinéma, il va falloir le brûler et faire des rétorsions contre cette personne parce qu'il passe des films porno. Alors, c'était en pays musulman, là, c'était terrible, il passe des films porno. Et donc, avec le traducteur qui était le mien, je dis, on va aller interroger le type qui tient le cinéma pour lui demander s'il passe des films porno. Je n'ai jamais réussi à lui faire poser la question. C'est-à-dire, il n'arrivait pas à demander à un homme, devant une femme, est-ce que tu passes des films porno? Alors, je disais, vas-y, pose la question. Non, je ne peux pas. Alors, je disais, et si, tu lui demandes, alors fais une périphrase. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, au début, il me disait, tu vas le répéter à ma femme. Je dis, mais non, je t'assure. Et donc, ça a duré des trucs. Et finalement, j'ai fait une bonne partie du papier sur ça, sur cette personne qui n'arrivait pas à poser la question sur passe-t-on des films porno. Donc, c'est sur le dit, le non-dit, le traducteur, nos questions culturellement parfois très décalées et très incompréhensibles. Et parfois, maintenant, je demande au traducteur de me dire si cette question est déplacée, compliquée, etc., dis-le-moi, on la formule autrement, mais ne pose pas une question autre qui me suscitera une réponse autre. Enfin bref, c'est un art assez compliqué de travailler avec un traducteur. Et donc, mais plus généralement en France, c'est vrai que moi j'arrive dans des... on a parlé de la position du journaliste aujourd'hui. Alors on l'a vu dans des pays comme la Syrie. En France, vous tous, vous le savez, ça ne s'est pas amélioré pour nous non plus. Donc on est assez mal vus. Je n'aurais jamais pensé que des confrères de presse télévisée se retrouveraient avec des gardes du corps à des manifestations aujourd'hui en France, place de la République. Donc il y a une très grande suspicion, vous-même vous le savez, envers les journalistes aujourd'hui. Donc c'est aussi une très grande différence par rapport au moment où j'ai commencé, où un des premiers reportages qu'on m'a demandé était précisément sur un fait divers. Il s'agissait d'aller interroger la femme d'une personne qui avait tué le voisin. Et donc on me dit, tu vas l'interroger. Alors j'étais tétanisée, très long trajet en train en me disant qu'est-ce que je vais dire, comment, voilà. Donc je sonne à la porte, je lui jette au visage, bonjour, je suis journaliste, je viens vous interroger sur votre mari qui a tué la voisine. Et à ma très très grande surprise, la personne a dit, entrez, je vais vous servir un café, bien sûr. Voilà. Donc elle ne me connaissait pas et elle pensait que j'étais la personne la plus... Et donc pendant les premières années où j'ai travaillé, une des choses était de convaincre les gens d'être moins naïfs, bizarrement. C'est-à-dire que les journalistes sont quand même, en tout cas un certain nombre d'entre eux, sont là pour vous faire les poches. Et pour, dire journaliste est un terme très générique, et il y a 1000 façons de faire son métier, mais en tout cas celle-là existe, et on le voit régulièrement sur la manière de se comporter. Donc face à ça,
c'est sûr qu'une des grandes clés pour ne pas faire ça, c'est de rester très longtemps au même endroit, ou en tout cas très longtemps, relativement longtemps au même endroit. C'est-à-dire que vous n'allez pas venir, rester 2 heures, reprendre le train le soir, faire votre papier et ne jamais remettre les pieds dans l'endroit que vous venez de visiter. Parce que ça a beaucoup nui à l'image de la presse, c'est-à-dire que c'est des gens qui viennent, qui passent, le fameux reporter venu de Paris. Et donc j'en fais partie. Donc pour l'inconnu de la Poste, par exemple, j'étais le fameux reporter venu de Paris, sonnant à la porte, bonjour, je viens pour le meurtre de la postière dans ce petit village, 28 coups de couteau. Et donc ça n'a pas plu, je vous le dis tout de suite. Donc les gens me regardaient, non, on n'a rien à dire, etc. Et c'est vrai que le rapport à la violence, que ce soit la violence d'un fait divers dans un village où quelqu'un de très proche est assassiné, que ce soit la violence dans un génocide comme au Rwanda, que ce soit la violence dans un terrain de guerre, je me suis rendu compte avec les années qu'il n'y a rien de plus intime que ça. C'est très difficile d'en parler, même au-delà. Enfin, le cas de Jean... l'histoire du Rwanda est très particulière. C'est un génocide, il y en a assez peu, et c'est vrai que ça n'est comparable à rien d'autre. Mais de manière générale, un ancien combattant ne vous raconte pas sa guerre, et il ne la raconte pas parce que c'est très personnel, parce que ça touche à l'intime, ça touche à vous, et ça touche à l'image que vous avez de vous-même. Et c'est très compliqué. Et c'est pareil pour un fait divers, parce que tout à coup, vous vous êtes dit, j'ai soupçonné un tel, et en fait, c'était pas lui. C'est un vrai séisme collectif et intérieur. Et donc, quand vous venez avec, bonjour, je viens de Paris et je viens vous interroger. Donc, moi, la plupart du temps, alors ça tombe mal que je vous dise ça à Caen où j'ai précisément caché mon identité, mais en général, je dis très vite que je suis journaliste parce que je pense qu'il faut que c'est en tout cas être franc et ne pas cacher qui on est, même personnellement, est une des clés importantes. Donc se présenter pour ce qu'on est et ne jamais, ni je vais à la campagne, je me déguise, ou ce genre de subterfuge, c'est vraiment terrible. Et l'autre chose, c'est que, vous l'avez compris, j'ai un très gros avantage. Donc je sonne à cette porte, je présente, bonjour, je suis journaliste, je viens de Paris. Alors premier truc, on referme la porte. Où est la caméra? Il n'y a pas de caméra, alors un bon point quand même. Vous n'avez pas de caméra. Donc, etc. La porte se réouvre, je ressonne, bonjour, je suis toujours journaliste, toujours devant votre porte. Et donc, là, tout à coup, je vois la personne qui me regarde en plissant des yeux et en se disant, je la connais, mais d'où? Je l'ai vue, mais où? Alors, est-ce que c'est en boîte de nuit hier? Est-ce que c'est à la boulangerie? Est-ce qu'elle est la maîtresse des gosses? Est-ce que, voilà. Et donc, il y a un petit moment comme ça où je la vois chercher, le disque dur tourne, il n'y a pas un mot de dit, et puis elle me dit, je vous reconnais. Vous êtes Florence Artaud. Alors j'ai dit non, elle est morte. Donc, mais ça revient. Donc je suis contente de porter l'image de Florence Artaud néanmoins. Et donc au bout d'un moment, la truc, et c'est toujours la même scène, on se retourne vers l'intérieur de la maison et on crie « Viens voir, il y a un otage devant la porte ». Alors là, c'est ma chance. Donc je rentre et voilà, le reportage prend une autre tournure, donc c'est moi qu'on interroge. Et donc, mais je le fais très volontiers parce que je pense que j'ai, à ma manière, une dette vis-à-vis de beaucoup de gens qui se sont mobilisés sans me connaître et qui ont pensé qu'un dimanche, aller lâcher les ballons était la chose la mieux à faire. Donc j'en suis toujours très contente. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, la vraie clé en fait de parole est ce que dit Jean, c'est rester longtemps, savoir que demain on sera encore là et que si on s'est trompé, on reprendra les choses. Et alors maintenant, je fais quelque chose que je ne faisais pas du tout et qui me faisait hurler quand j'ai commencé, quand j'étais jeune journaliste, qui est quand je parle à quelqu'un pour lequel la communication n'est pas son métier, qui n'a pas d'attaché de presse, qui n'a pas de conseiller en com, qui n'a pas d'éléments de langage. Donc la plupart des gens que je vois, je l'appelle avant la parution et je lui lis ce qu'il dit. Donc ma petite formule est de dire « je vais vous dire ce que vous dites ». Et ça, c'est très rare qu'on me fasse changer une citation,
Mais en tout cas, ça rassure les gens, c'est-à-dire qu'ils vont pas ouvrir un journal et se le prendre dans la figure en se disant ah là là, à quelle sauce j'ai été mangé ou voilà. Donc, alors la plupart de mes collègues le font pour Macron ou un homme politique, etc. Moi, je ne le fais pas pour eux. Je pense que c'est leur métier, ils n'ont qu'à savoir ce qu'ils disent. Mais je le fais en revanche pour ceux dont c'est pas le métier. Donc, j'ai changé ma méthode de travail. Donc, je vous tiendrai au courant si j'en rechange. Mais pour l'instant, ça m'a l'air de marcher, plus ou moins. Bien, merci beaucoup. Je suis désolé, je dois vous laisser le micro. Je le fais un peu tard, mais ils parlent tellement bien, tous les deux, que... Il veut dire qu'on est bavard. Non, vous parlez bien, vous parlez très très bien. Alors, je vous ai attentivement écouté, bien sûr. Je vous ai attentivement écouté, donc vos témoignages étaient très intéressants et très poignants. Mais la question est, selon vous, est-ce que le journaliste n'est pas finalement créateur de conflits et s'il ne l'est pas, est-ce qu'il prépare le terrain pour imposer la paix ou du moins l'apporter? Merci. Jean, quelle est la responsabilité du journaliste dans les... Vous avez parlé du risque d'être manipulé aussi, de transmettre des fausses informations, des choses comme ça. Oui, je pense que c'est quand même toujours très très secondaire, et dans un sens et dans un autre. L'idée que l'information puisse aider à aller vers le mieux est quelque chose auquel je ne crois plus depuis très longtemps. Et l'idée que la désinformation puisse être nuisible de manière décisive, je n'y crois pas non plus. Je pense que informer, écrire, lire, c'est bien pour la cervelle, mais ça ne change pas le cours des choses de l'histoire. On l'a vu pour les guerres, on l'a vu pour les génocides, on l'a vu pour les faits divers, on le voit continuellement. Oui, donc non, on n'a pas l'influence que vous pouvez soupçonner, ni dans un sens, ni dans un autre. C'est-à-dire que non plus le fait de... Je suis désolé de dire ça, mais je pense qu'aller en Palestine régulièrement ne fait pas avancer, ne débloque pas la situation en Palestine, et que le fait d'avoir fait un travail sur le génocide Tutsi ne va pas empêcher un génocide en Amazonie. Enfin, je ne pense pas à cela, je ne crois pas ça. Je pense qu'on surestime l'information de manière considérable, oui, je pense. Moi, je suis moins négative. Hein. Je ne pense pas que, comme Jean, que ça change, ça fasse muter une situation pour le meilleur ou pour le pire. Hein. Vous aviez tendance à dire pour le pire, et c'est vrai que des batailles entre journaux, on le voit à l'occasion de chaque conflit, que les choses se radicalisent. C'est sûr que le journalisme ne fait pas changer une situation, mais il y contribue. Et c'est une condition nécessaire, ou en tout cas évidente, mais pas suffisante. Mais elle existe vraiment. Il y a une statistique qui m'a toujours fascinée, c'est celle du J'accuse de Zola. Donc, Zola publie J'accuse, on s'en souvient, hein, dans le cadre de l'affaire Dreyfus, on est tous, on voit à peu près de quoi on parle. Bon. Et donc, il publie ça, et au moment où il le publie, je ne crois pas me tromper, 95% de la presse française est anti-dreyfusarde. Et quand il le publie, il y a des chercheurs qui ont regardé, est-ce que ça a changé la vision qu'avaient les journaux avant, après la publication de J'accuse. On passe à 93%. Donc, vous voyez, la marge est faible. Zola est mort dans des conditions compliquées, rediscutées aujourd'hui. En tout cas, il est mort avant de savoir que Dreyfus serait réhabilité. Donc, il y a contribué. On se souvient de J'accuse, on se souvient de son courage, etc. Maintenant, est-ce que ça a contribué? Il fait partie de l'histoire. J'accuse fait partie de l'histoire. Ça a été publié dans un journal. Et Zola avait ce côté journaliste. Il suffit de lire ses carnets d'enquête, etc. Mais ça met beaucoup de temps. Et ça y contribue, mais ça n'est pas suffisant. Oui, alors moi,
Non, c'est évident. Il y a d'autres questions aussi. C'est évident, mais ce que je veux dire, c'est le problème fondamental de l'antisémitisme en France à cette époque ne change pas. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'au niveau de la procédure, la justice avance et qu'il y a une avancée qui est en partie due à un certain nombre d'étapes dont j'accuse, parce qu'il y en a eu d'autres quand même avant, et il y en aura d'autres après. Mais je veux dire, effectivement, il y a des faits qui sont changés, et ça, c'est évident. C'est évident que, par exemple, en Palestine, à un moment donné, ils attendaient les journalistes pour attaquer les Israéliens, parce qu'ils voulaient les photos, etc. Et que si les journalistes ne venaient pas, ils n'attaquaient pas. Enfin, je veux dire, ça existe, ça. Mais est-ce que fondamentalement, le J'accuse de Zola fait reculer l'antisémitisme? Je ne le pense pas. Je pense qu'il a reculé pour d'autres raisons qui sont liées à la Deuxième Guerre mondiale probablement. Mais je veux dire, sur le fond, je pense que ça ne change pas beaucoup, même si dans le présent, certains faits, certaines étapes sont franchies beaucoup plus facilement, etc. On peut effectivement, à un moment donné, par exemple, comme un fait divers où le récit d'un tribunal peut changer le cours du verdict. Enfin, ça, je pense qu'un journaliste... L'histoire individuelle. D'une histoire individuelle. Voilà, tout à fait. Alors ça, je pense qu'effectivement, il y a énormément de cas où il y a un cas d'injustice dans une ferme, etc. Tout ça, c'est le journal. Bien sûr, je voulais dire sur les grands mouvements de l'histoire, je pense que ça ne joue pas beaucoup. Une autre question. Bonjour. Donc j'ai une question par rapport du coup au passage de la fiction au reportage. Donc vous dites qu'il y a un peu de fiction dans le reportage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, en faisant passer un message qui doit être clair et assez réaliste, on arrive à ajouter de la fiction du coup en gardant du coup ce réalisme là quoi. On a déjà un peu répondu à ça, mais peut-être Florence brièvement. Oui, je pense. La différence entre le réalisme, la fiction et le. En tout cas, moi, quand on parle de fiction dans le reportage, c'est pas quelque chose que j'utiliserais spontanément. Mais de fait, si vous voulez, on peut appeler fiction le fait que ce soit un journaliste particulier qui regarde les choses et que ce regard particulier crée une forme de récit qui ne sera pas la même que celle de votre voisin. Et pour ça, il suffit de regarder les comptes rendus de cour d'assises. Vous êtes tous au même endroit, assis sur le même banc, et ce n'est pas le même article que vont faire les gens. Donc, est-ce que c'est de la fiction? Est-ce que c'est un regard différent? Est-ce que c'est une autre manière de raconter? C'est sûr que de plus en plus, et ça, les journalistes américains l'ont vraiment mis en valeur, hein, le nouveau journalisme, Truman Capote et autres, ont pointé cette chose-là, cette chose qui est de dire celui qui raconte n'est pas neutre. Celui qui raconte a sa manière de raconter, et la manière de raconter provoque une manière de récit qu'on peut appeler fiction. Moi, plus que le terme de fiction ou de vérité, je préfère le terme de réel, de réalité. Voilà, vous racontez la réalité qui est celle d'un moment à un endroit vu par telle personne. Et donc, en ce sens, pour moi, comment s'appelle ce qui est produit? Pour moi, ça s'appelle du reportage, avec ces données qui sont des réelles variables. Mais ça n'est pas de la fiction. Fiction, pour moi, induirait une invention qu'en tout cas, moi, je ne revendique pas et je ne souhaite pas. Et il y a des journalistes qui vont vous dire, moi, je suis ravi d'inventer par rapport à l'actualité. Il y a eu des bidonneurs, on appelle ça des bidonneurs célèbres, et très talentueux et très amusants. Maintenant, ça n'est pas mon style et je ne revendique pas ça du tout. Une autre question, madame. Oui, j'aurais une question sur le format. C'est le passage de l'article, du journalisme, au livre en tant qu'écrivain. Est-ce que c'est parce que vous gagnez une insatisfaction au niveau du journalisme? Est-ce que c'est parce que le livre permet autre chose? Enfin, je laisse la question ouverte. Jean? Contrairement à Florence, moi, je n'ai pas fait de récit de journaliste. C'est-à-dire je n'ai pas fait L'inconnu de la Poste, qui a un livre très très particulier, comme le quai était très particulier, quoi. Donc moi vraiment le livre me permet de faire tout à fait autre chose. Voilà, c'est des romans. Alors des romans,
je ne suis pas plus éloigné de la réalité que je l'étais quand j'étais reporter. C'est pour ça que moi, cette idée, je suis d'accord avec Florence, cette limite, cette ligne jaune, elle est un peu floue et elle est un petit peu comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont considérés comme des romanciers, qui écrivent comme Jean Rollin, des choses tout a été vu et vérifié et noté, et d'autres gens qui racontent des récits de journalistes et tout est inventé. Donc c'est un peu compliqué, mais disons que moi, dans mes romans, je me permets de reprendre une même réalité. C'est la même réalité, c'est-à-dire que c'est quelque chose à partir de ce que j'ai vécu, des sportifs de haut niveau, la guerre à patati, etc., mais de le mettre en scène différemment. Mais là, pour le coup, je ne respecte pas une déontologie de journaliste qui est d'interdire d'inventer un personnage, de faire dire à des gens des choses qu'ils n'ont pas dit, de décrire des lieux qui n'existent pas, etc. Dans un roman, je me permets de le faire parce que ça m'aide. C'est un petit peu comme Victor Hugo. Victor Hugo, si vous voulez, Victor Hugo... Non, mais Victor Hugo... Il doit être flatté. Mais je le fais exprès. Je le fais exprès. D'être envoyé au Rwanda. Après avoir minimisé l'importance historique de Zola, hein, je dis ça comme ça. Mais oui, mais c'est pour ça, je le fais exprès parce que, si vous voulez, je pense que la personne qui a le mieux décrit la situation sociale du 19e siècle en France, ce ne sont pas les journalistes, mais c'est les misérables. Francine n'existe pas, Cosette n'existe pas, Jean Valjean n'existe pas, aucun n'existe. Et pourtant, tous ces personnages sont réels. C'est-à-dire que Gavroche reste dans la tête de tout le monde parce que, donc, il a créé des personnages qui sont universels. Et c'est pareil pour Faulkner dans le sud des États-Unis, etc. C'est des personnes qui sont dans le vrai, qui sont dans le réel, mais pas dans le vrai. Ils sont dans le réel. Ils sont tout près d'une réalité beaucoup plus proche que les journalistes d'Alabama qui couvraient les événements racistes de l'époque, 1930, etc. Enfin, je veux dire, c'est ça que je veux dire, quoi. Le format. Florence, est-ce que c'est très très différent d'écrire L'inconnu de la Poste, qui compte quoi, de 260 pages, est-ce que c'est très différent d'écrire ça et d'écrire 20 000 signes pour Le Monde sur le rond-point de Marmande, c'est ça? Non. Ah oui, c'est le gros avantage quand vous écrivez un livre sur des faits réels, hein, comme c'est mon cas, moi je ne fais pas du tout de roman, c'est que vous faites la longueur que vous voulez, vous prenez le temps que vous voulez, vous battez votre propre monnaie. Donc ça, c'est inappréciable quand on est journaliste de quotidien, où on est sans cesse comme les... Voilà, on est comme les nageurs, c'est-à-dire on se bat contre la montre, contre les longueurs, contre les... Voilà. Donc ça, c'est inappréciable. Je vais vous donner un autre exemple, peut-être plus parlant. J'avais couvert pour Libération à l'époque l'affaire d'Outreau. Donc vous vous souvenez cette affaire d'inceste à Outreau, à côté de Saint-Omer, où 17 personnes avaient été mises en cause, donnant une dimension de réseau pédophile à ce qui était un inceste familial. Donc il y avait vraiment des faits avérés, vraiment des enfants victimes, mais il s'agissait d'un inceste familial et non pas d'un vaste réseau allant jusqu'à la Belgique avec des veaux, des vaches, des curés et des notaires. Donc quand on arrive pour couvrir ce procès, qu'est-ce qu'on voit ? On nous a vendu ça, les monstres. Les monstres sont là, vous allez voir, on a démantelé le premier réseau en Europe, c'est terrible. Et je me souviens, Saint-Omer, donc des fourgons de l'administration pénitentiaire arrivent et amènent les accusés vers le tribunal. Et donc, on faisait rentrer les enfants quand ces camions arrivaient le matin. Donc, il y avait une espèce de panique, c'était l'horreur qui rentrait dans cette cour d'assises. Et petit à petit, le procès commence, et petit à petit, qu'est-ce qu'on voit ? Ce dossier qui, voilà, tombe PV après PV, mais ça, c'est pas possible, mais ça non plus, mais lui, pouvait pas y être. Et donc, on voit toute une affaire énorme qui reste terrible à l'échelle d'une famille, hein, se détricoter. Et ce que je raconte dans Libération, c'est ça. C'est comment cette affaire énorme, ces monstres, ces chiens bergers qui violent des gamins, ce réseau connecté à celui de l'affaire Dutroux, etc., etc. Petit à petit, ce réseau, comment ces gens sont embringués là-dedans, comment sur 17, 13 sont innocents. On raconte ça, l'arbre qui perd ses feuilles. Et un éditeur, Olivier Cohen, qui est celui avec lequel je travaille, me dit « Mais tu devrais en faire un livre ». Et je lui dis « Écoute,
j'ai écrit tant d'articles pour Libération que finalement, c'est bien plus épais qu'un livre. Que je n'ai rien d'autre à dire que ce que j'ai écrit. Et petit à petit, l'idée m'est venue et j'ai accepté, j'ai fait ce livre. Pourquoi ? Parce que ça m'a intéressé à un moment de raconter l'histoire à l'envers. Et ça, c'est le livre. C'est-à-dire, le récit journalistique sur les 4 mois qu'ont duré le procès, c'est comment l'affaire se mute, en fait, change de forme. Et donc, comment d'une énorme chose, on la voit devenir un inceste familial. Et là, comment un juge d'instruction, un service de police, des assistantes sociales, croyant bien faire, comment ces chevaliers du blanc, et à raison, qui ne voudraient pas défendre des enfants qui se disent violés, ont créé une affaire judiciaire hors norme et une des plus grandes erreurs judiciaires en France. Donc ça me permettait de raconter l'histoire dans l'autre sens. Et voilà, et ça m'a passionné. Moi, j'aime bien la technique d'écriture, comment on fabrique les trucs dans les cuisines, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ça m'a plu, ça m'a intéressé de voir comment on raconte une histoire de l'autre côté, pourquoi le juge a pensé ça, qui était cette femme, comment Myriam Badawi est devenue Myriam Badawi, qui était cette principale accusatrice. Donc voilà, c'est pour ça que c'est comme ça que j'ai commencé à faire des livres. Ça me permettait de raconter des histoires, les mêmes autrement. Est-ce qu'il y a une dernière question, Jean? Non, il y a juste une petite... Madame, Attends, Jean voulait juste ajouter quelque chose. Vous voulez demander quelque chose? Non. C'est vous? Oui, vous? Non? Ça vous est passé? Non, attends, Jean Hatzfeld, vous vouliez ajouter quelque chose sur cette question du format? Oui, non, moi je suis ravie de vous écouter parce que d'abord je trouve que Florence... Pardon. Oui, je trouve important, c'est que vous témoignez de comment les gens participent aussi à vos écrits. Enfin, moi, ça m'a beaucoup interpellée parce que, effectivement, quand vous nous racontez ces femmes qui ont été très en colère après vous, on peut peut-être imaginer que si vous leur aviez parlé du contenu, peut-être qu'elles auraient été... Enfin, voilà. Je trouve que c'est très important que les personnes, d'une part, puissent être informées de ce que vous dites. Et puis, l'autre chose aussi, quand je vous entends tous les deux, je me dis que ça vous demande énormément de, comment dirais-je, de compétences hors écriture, mais aussi par rapport à la connaissance que vous en comprenez des gens que vous rencontrez, de leurs difficultés. Voilà, je note combien vous êtes tous les deux très attentives à en comprendre. Merci beaucoup. Bon, alors du coup, c'était pas vraiment une question. Alors, est-ce qu'on a le droit à une vraie dernière question? Oui, c'est une question pour Florence au début. Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus facile écrire comme envoyé spécial, voyageant les endroits distants, considérés exotiques, même s'il n'est pas exotique, ou d'affronter la pauvreté et la souffrance dans son propre pays? Pour moi, c'est beaucoup plus facile d'écrire poétiquement sur la pauvreté et la desperation dans les barrios de Ciudad Juárez ou San Salvador que dans les misérables banlieues de Yorkshire, brexitistes, au Mexique et San Salvador. On arrive comme un martien. C'est bienvenido. En Yorkshire, c'est plus probable fuck off. Franchement, on se méfie de moi. Est-ce que c'est plus difficile de travailler avec les considérés invisibles? Et dans cette situation, restons avec le maître Zola, Jean, vous avez parlé... Victor Hugo. Pardon, Zola, Hugo, les deux. Est-ce que vous dites qu'on arrive à une essence de vérité plus vraie que la vérité? Vous avez parlé avec sagacité sur le problème du silence et le problème des mensonges. Est-ce que cette fiction journalistique, parce que Zola était sur place dans la Goutte d'Or provençale, dans les mines du Nord-Est, que la fiction peut proposer une essence de la vérité plus vraie que la vérité? Avec Florence. Alors, comme dernière question ramassée qui permettrait de donner le mot de la fin, là, vous ouvrez des grosses perspectives quand même. Hein. Jean, vous avez 1 minute. Non, j'ai absolument pas dit que je voyais de la fiction sur les livres au Rwanda. Je pense pas du tout. Est-ce que c'est plus facile, pas plus facile?
Non, après, c'est une histoire de passion, quoi. Vous êtes, si vous voulez, à un moment donné, quand on écrit, on est hanté. Donc, on est hanté par des choses qui sont pas forcément difficiles, mais voilà, on peut être hanté par l'affaire de Thomasin ou hanté par l'affaire de Nyamata. C'est deux affaires, quoi, c'est deux histoires. Alors, on ne se pose pas la question de savoir si c'est difficile. Est-ce qu'on approche plus près de la vérité? Je pense que non, parce que sinon, on arrêterait. On s'arrêterait parce qu'on aurait tout compris quand même au bout d'un certain nombre d'années. Donc non, chaque fait divers étant différent, chaque guerre étant différente, chaque dialogue étant différent, non, ils se nourrissent les uns les autres, ils nourrissent une curiosité qui va grandissante. Et maintenant, je voulais juste répondre très brièvement à la dame sur le livre, la longueur et ça. L'avantage, enfin ce qui distingue, c'est pas un avantage ni un désavantage, mais ce qui distingue beaucoup le reportage du livre, c'est la présence du lecteur dans sa tête. Un journaliste, il est payé pour faire un intermédiaire entre un événement et ceux qu'ils vivent et les lecteurs qui s'y intéressent. C'est son métier. Son métier, c'est de faire l'aller-retour et d'expliquer. Et donc, il a le lecteur dans la tête. Il doit se poser la question en permanence de quelle question peut se poser le lecteur du Nouvel Obs devant le tremblement d'Haïti, ou quelle question. Donc, c'est une contrainte supplémentaire. Ce n'est pas seulement une histoire de longueur ou de temps ou d'horaire, etc. C'est aussi il est payé pour ça. C'est quelque chose qu'il accepte et qui conditionne sa manière de travailler, etc. Un livre, on se fout complètement du lecteur. Enfin, celui qui se pose la question du lecteur est sûr peut-être de faire un best-seller, mais en tout cas de faire un mauvais livre. Donc à un moment donné, on est obligé de faire abstraction, on écrit pour soi. On écrit à partir de ses propres questions et des personnages qu'on a rencontrés, et on se fout un peu on est très content quand les personnages de son livre vont rencontrer des lecteurs, mais on n'y pense pas quand on écrit, sinon c'est foutu. Donc c'est une grosse différence. Je voudrais juste répondre en deux mots à monsieur. C'est vrai, je pense que chaque pays possède les mots qui le rend fou. Donc en France, je vais faire le test voile. Bon. Banlieue. Donc, et par exemple, quand il y a eu paysan aussi, écologie, bizarrement chasseur, voilà. Donc chaque pays a comme ça ces mots qui le rendent fou, bête, où on arrête de réfléchir et où on pense avec ses tripes. Et donc là, on est souvent mal placé. Gilet jaune, c'était le cas aussi, en tout cas dans la presse. Et donc là, il faut faire un gros effort sur soi pour s'oublier et essayer de traiter les choses comme si on venait de la planète Mars. Donc, et ces sujets-là, oui. Les autres, non, le reste de la politique. Et donc, il y a ces choses qu'on voit comme ça de façon aveuglante et tordue, et Brexit certainement en Grande-Bretagne, enfin bon, Trump certainement aux États-Unis, enfin, chaque pays a les siens, hein, ça on n'y coupe pas. Et donc là, par exemple, sur l'explosion des banlieues au début des années 2000, le meilleur bouquin qui a été fait par des Suisses qui se sont installés dans un immeuble qui a donné naissance au Bondi Blog, et qui ont fait... Donc les Suisses, je vous parlais des tournantes au Rwanda, en Afghanistan, etc. Ils ont fait ça dans une banlieue française. Ils se sont relayés, ils ont traité ça comme si c'était une guerre. Et d'une certaine façon, ça l'était. Et les Français n'ont pas réussi à faire ça. La presse française, pourtant mieux armée théoriquement dans leur propre pays, n'ont pas réussi à faire ça. Donc ça, c'est le premier écueil. Les mots qui rendent fou et qu'on n'arrive pas à traiter, ou en tout cas, il faut essayer. Et la deuxième chose, sont chaque pays aussi... Alors ça, c'est beaucoup plus facile d'aller traiter les mots qui rendent fou en Angleterre, et c'est très amusant. Le Brexit, ils deviennent cinglés, etc. Donc ça, la distance joue en faveur de l'observateur lointain, enfin venu de loin. Et l'autre chose est l'inverse, c'est-à-dire c'est le principe de la lettre volée d'Edgar Poe, c'est-à-dire ce que vous avez sous le nez mais que vous ne voyez pas. Et donc chaque pays aussi a sa chose terrible, mais le travail précaire, voilà,
pendant longtemps, enfin, il a fallu Hubert pour que ça vienne à la conscience. Mais pendant très longtemps, enfin, très souvent, une chose qui est les EHPAD en France est pour moi le typique de la lettre volée. C'est une chose terrible et en tout cas très mal maîtrisée, un angle mort réel de la société, un endroit où quand vous rentrez, on vous prend votre carte d'identité et votre carnet de chèques et voilà, c'est sidérant quand on y pense. Et quand vous dites ça en France, mais c'est incroyable, le droit des personnes âgées existe. Et ça devrait être surveillé comme un lieu de détention. Vous provoquez, mais non, pas du tout, ma grand-mère y est. Donc, la mienne aussi. Hein. Donc, voilà, ça, c'est vraiment les deux choses qui fait que la proximité joue contre vous. Et en revanche, chez les autres, vous les voyez tout à fait. Moi, je me régale des articles des Américains sur le édito du New York Times sur le vaccin en France. Les Français qui n'ont pas voulu se vacciner pour protéger leur grand-mère ont décidé de le faire pour aller boire un verre au café. Voilà. Donc, de loin, c'est plus marrant et ça se voit mieux. Et voilà. Et donc, je pense que dans ces cas-là, ça a cet effet. Bon, merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là. Je vous rappelle que Florence Aubenas vient de publier donc L'inconnu de la Poste, pardon, je commence à fatiguer, aux éditions de l'Olivier. Jean Hatzfeld, Là où tout se tait, chez Gallimard, et qu'ils vont tous les deux les signer dans une autre tente sur laquelle il y a écrit dédicace à partir de dans 5 minutes. Et à votre place, j'irai. Merci à tous, bonne soirée.